sport pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot sur Equinox Télévision, ministère des Sports et de l'Éducation physique, FECAFOOT, FIFA. Les correspondances n'en finissent plus après la correspondance adressée la semaine dernière aux autorités en charge du football camerounais par le secrétaire général de la FIFA au sujet de la décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique mettant un stop au processus électoral au sein de la Fédération camerounaise de football. Certains cadres de la FECAFOOT couplés à certains membres du comité d'urgence écrivent à leur tour ce lundi au secrétaire général de la FIFA à qui ils réclament l'application du programme Community. C'est un programme qui prône le dialogue avec les autorités locales. Et puis en Coupes africaines interclubs 1 sur 3, c'est le bilan pour les plénipotentiaires camerounais engagés dans ces compétitions. Ce week-end, la Panthère sportive d'Indé est tombée samedi dernier, 3-2 devant l'USM d'Alger au stade de la réunification de Douala. Les Instrumentos étaient déjà inclinés au match aller en Algérie sur le score de 0-1. En Champions League africaine, l'Union sportive de Douala a battu le Fils de Rabat par 1-0, mais insuffisant pour prétendre poursuivre l'aventure dans cette compétition. Coton Sport de Garoua sera donc le seul représentant camerounais dans la suite de la Champions League africaine. Les cotonculteurs sont imposés hier par 2-1 devant la FA de Djekanou, battu déjà au match aller en Côte d'Ivoire, 1-0. Voilà pour le menu de cette édition de 100% Foot. Place à présent à nos invités. Jacques Bell, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. C'est tout un plaisir pour moi, c'est la première fois d'être accueilli dans cette émission que j'ai souvent l'habitude de suivre quand je suis à Yaoundé, donc j'avoue franchement tout le plaisir est le mien d'être parmi vous ce soir. Vous êtes membre du comité républicain, non, du collectif républicain pour le football camerounais. Donc vous êtes le secrétaire général adjoint, vous êtes également un observateur du mouvement sportif dans son ensemble. Et l'actualité du football est assez dense depuis ces derniers temps avec ses correspondances qualifié de chassé-croisé par certains, hein, le secrétaire général de la FIFA, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, certains membres du comité d'urgence, certains cadres de la FECAFOOT, parmi lesquels Antoine Issoumba et Yinga, Begeninde, et bien d'autres qui ont donc écrit à leur tour ce jour à la Fédération internationale de football association. Oui, en réalité, vous savez, pour la bonne gouverne de vos téléspectateurs, qu'il faille rappeler d'abord qu'est-ce qu'on entend par comité d'urgence, parce que un certain site, là, pour ne pas faire sa publicité, parlant du site de Boa, a dû dire des choses inaudibles. La réalité, c'est quoi? Il faudra premièrement dire que le comité d'urgence est tout simplement une structure opératoire qui facilite la fonctionnalité et la bonne gouvernance au sein de la FECAFOOT. C'est-à-dire c'est un comité qui est composé de 5 membres. Le président de la FECAFOOT, le premier vice-président et 3 présidents, dont le président de la Ligue de football professionnel. En réalité, c'est un comité qui, comme je l'ai si bien dit, sert de transition entre les périodes vacantes. Et qui dans les textes récents est constitué de 5 membres. Et oui, là, ce sont bel et bien 2 membres qui sont détachés pour se joindre donc à certains cadres. Oui, mais on en parlera tout à l'heure, Jacques Bell, lorsqu'il faudra développer cette actualité. Le temps pour nous de recevoir Clément Zeko. Bonsoir. Bonsoir, Hippolyte. Entraîneur adjoint des Astres Football Club de Douala. Les Astres qui ont gagné leur match 2-1 devant de la Point Sport Academy. La rencontre comptait pour la 7e journée du championnat Ligue 1. Effectivement, ça s'est passé hier à Limbé avec cette prouesse des garçons qui ont puisé dans leur trip pour y arriver, hein, parce que à partir de la 31e minute, Astre jouait en infériorité numérique et pendant que le score était 1-0. Et 6 minutes plus tard, Astre a réussi à marquer le 2e but, toujours en infériorité numérique, mais ça n'a pas été facile. Il fallait puiser dans ses tripes, il fallait être très fort dans la tête, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que le match allait se plier. Malheureusement pour nous. On voit donc bien que la machine des Astres a véritablement démarré. Les Astres Football Club de Douala qui ont commencé cette saison par un match nul face à l'Union Sportive de Douala la première journée, 1 but partout. Aujourd'hui, ce sont les victoires qui s'enchaînent et du coup, les présidents de Bepanda trônent donc à la tête du classement du championnat Ligue 1 dans cette journée sur de championnat. Nous allons donc aller maintenant, mesdames et messieurs, parler des coupes africaines interclubs, notamment la Coupe de la CAF, compétition dans laquelle était inscrite la Panthère sportive d'Undé qui a été battue 3-2 samedi dernier au stade de la réunification de Douala. C'était devant les Algériens de l'USM RVK.
La bonne série en championnat de Zimanto était un effet trompe-œil. La Panthère Sportive d'Undé, qui avait un maigre but à remonter au retour à Douala, ne s'est jamais mise à la hauteur de son adversaire algérien. Pourtant, étaient réunis pour tracer la voie du Fauve d'Undé samedi au stade d'unification de Depanda. L'arrivée de l'ancienne présidente, Célestine Koutès-Ketcha, main dans la main avec l'actuel PCA, Hilaire Tchaha. Les Algériens ont montré le signe de la convivialité de ce match de football en saluant tout le banc de touche de Zimanto. La Panthère renvoie l'ascenseur, les joueurs serrent la main des visiteurs. Les poulains du coach Emmanuel Ikumba livrent quelques belles séquences de jeu. Mais à la 27e minute, grossière erreur du gardien de but Meng Tchogopol, Noureddine sans pitié ouvre le score pour les Algériens. La Panthère d'Undé enchaîne les déchets dans son jeu. C'est ce score d'1-0 pour les Algériens qui sanctionnent la première manche. Jouez la barbarie. Marquez les buts. Si nous gagnez, c'est 1-0. On a fini 3-2. Et ce sera ça le score. Le score c'est combien? Au retour des vestiaires, les visiteurs sont toujours les maîtres des événements sur le terrain. 48e minute, longue tentative du portier Mengue qui a essayé un coup spécial. Son lanterne égo algérien, Dif Amara, a sauvé les dégâts. L'équipe d'Undé est absente dans tous les duels. Ses attaquants répondent aux abonnés absents sur les actions. C'est une journée de misère pour la Panthère Sportive d'Undé. 60e minute, coup franc de Abdelkader, le portier Mengue Tchogopol, déjà coupable sur le premier but, prend la douche. Les Algériens déroulent leur jeu à Douala. La Panthère Sportive d'Undé est méconnaissable. 71e minute, Anantiri, attaquant de Zimanto, rate le cadre. 76e minute, suite à une orchestration de classe, conclue en beauté par Seguin Mohamed, l'USM s'envole. La punition est lourde pour Zimanto, qui va réduire le score par Fongan à la 83e minute et Belinga dans les arrêts de jeu. Victoire finale des Algériens de l'USM d'Alger, 3-2, qui met en jeu une équipe moribonde de la Panthère Sportive d'Undé. Voilà, 3-2. Les Algériens poursuivent donc l'aventure en Coupe de la CAF au détriment de la Panthère Sportive d'Undé. Clément Zeko, je voudrais vous amener à réagir sur cette grossière erreur du jeune gardien de la Panthère Sportive d'Undé, Mengue Tchogopol, sur le premier but de l'USM d'Alger. Oui, mais disons qu'il a démontré là qu'il n'avait pas un bon jeu au pied. Sur l'action, il faut préciser qu'il n'y avait pas d'urgence pour mettre le ballon derrière parce qu'il y avait la possibilité d'aller vers l'avant. Son partenaire pouvait jouer le ballon vers l'avant, mais il ne l'a pas fait. Malheureusement, il donne la passe au gardien qui hésite entre faire le contrôle et faire la passe. Et comme il était assis entre deux chaises, il n'a pas pu bien. Et cette erreur, on peut la mettre sur quel coup? Le coup du manque d'expérience, du manque de sérénité? Non, quand on a observé la Panthère, dès l'entame, la Panthère avait un peu peur d'aller vers l'avant. Et lorsque vous avez peur d'aller vers l'avant, vous ne prenez pas des initiatives. Et ça s'est vu. Donc, dans cette situation, cette hésitation qui a poussé le gardien, au lieu de faire son contrôle, parce que le ballon venant sur sa gauche, il pourrait faire le contrôle avec du pied, sur le pied droit et maintenant le relancer plus long. Or, dans la précipitation, il a hésité entre faire ce contrôle et donner la passe à son partenaire qui n'était pas très loin de l'attaquant. Mais malheureusement, pour lui, ça a abouti au pied de l'attaquant. Donc, c'est un problème de lecture de jeu, la vision périphérique. On a vu le Panthère Sportive d'Undé se réveiller carrément en fin de rencontre, filer début à cette formation algérienne. Il aurait peut-être fallu le faire un peu plus tôt. Oui, mais il fallait avoir les moyens de le faire. Il fallait avoir les moyens de le faire parce que sous la canicule, ça n'avait pas été facile. Et les deux équipes ont véritablement souffert. Parce que, mais parlant de canicule, on serait attendu que ce soit les Algériens qui en souffrent le plus. Oui, mais qui jouent d'habitude en nocturne. Il y a un seul soleil au-dessus de la tête de tout le monde. Et quand vous êtes dans la cuvette de Panda à cette heure-là, il y a une chaleur qui vient du sol, une autre qui est au-dessus de vous, et c'est extrêmement difficile. Maintenant, pour pouvoir jouer à cette heure-là, il faut véritablement s'acclimater. Et on ne peut pas s'acclimater en 2 jours. La Panthère, pendant son stage,
à Douala ne s'est pas entraîné à 14 h. C'est entraîné tôt le matin. Et quand on joue tôt le matin, c'est très difficile de jouer à 14 h sous la canicule. Donc il y avait déjà ce problème d'adaptation au niveau du climat. La Panthère en a souffert franchement, pour ne pas dire que les Algériens qui avaient compris qu'ils avaient un avantage à gérer, se sont recoquevillés dans leur base et partaient de très loin quand ils avaient la conquête du ballon pour aller vers l'avant. Donc ils n'avaient rien à perdre. C'est la Panthère qui était obligée de courir. Malheureusement, les qualités techniques des Algériens amenaient plutôt la Panthère à courir parce que c'est eux qui avaient le ballon. Vous savez que quand vous avez le ballon, vous faites courir l'adversaire. Et c'est sur cet entrefait-là que la Panthère a pris beaucoup de coups. Jacques Bell, battu 0 but contre 1 en Algérie au match aller, la Panthère Sportive d'Indé avait de quoi revenir dans ce match au retour devant son public au stade de la Réunification de Douala. Oui, Sylvestre, parce que moi-même, je pensais que la Panthère pouvait revenir, hein, parce que quand on sait le degré d'organisation qu'il y a du côté du football maghrébin et quand on regarde les performances de la Panthère, de ce côté-là, on se disait quand même que c'était pas aussi difficile. Mais malheureusement, comme l'a si bien dit le coach ici sur ce plateau, il faut vous dire une chose, c'est que à ce niveau de la compétition déjà, c'est le haut niveau et ça ne pardonne pas. C'est-à-dire les égarements ne pardonnent pas. Ça ne pardonne pas parce que il faudrait que les gens comprennent une chose. Quand vous regardez la Panthère jouer, quand vous regardez cette équipe jouer, vous comprenez que cette équipe, c'est le Mouloudia d'Alger quand même. C'est-à-dire que c'est le 4e au championnat. C'est quand vous regardez l'infrastructure, la batterie. Un habitué des compétitions africaines. Une bonne organisation, une bonne maîtrise du jeu, un bon quadrillage. Hein. Donc je dis pour ma part, j'ai été quand même très choqué et très déçu parce que ce gardien qui, il faut le dire, au match aller était le héros et s'est transformé aujourd'hui, je ne dirais pas peut-être en zéro, parce qu'en réalité c'est ça. À ce niveau, la compétition, comment expliquer? Moi, je me dis tout simplement que c'est des erreurs, mais c'est des erreurs qui sont d'abord un problème de concentration, parce qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas me offrir 2 buts facilement à l'adversaire. Et vous comprenez que quand il faille courir après le score, ce n'est pas toujours évident. Et face à une équipe qui a de l'expérience, qui a du vécu et qui a toute cette batterie, tous ces atouts-là, je pense que la Panthère, malheureusement, elle n'a pas pu sortir ses griffes, elle n'a pas pu peut-être mener ses attaques furtives, hein, qu'on se serait attendu venant de cet animal. Dommage, une fois de plus. J'espère seulement que du côté de l'Azumento, on a su tirer les conséquences positives de cette défaite et partant de là, se remobiliser pour le championnat. Et oui, l'Afrique parce aller dans une nouvelle conquête la saison prochaine. Naturellement. Voilà, Emmanuel Likumba, le coach de la Panthère Sportive d'Indé, fait pratiquement les mêmes remarques que vous sur ce plateau. Je vous propose donc de suivre sa réaction au micro d'Emos Fango. Il faut avouer, les nôtres n'ont pas été à leur meilleur niveau cet après-midi, mais on aurait dû avoir un beau score parce que nous étions l'individualisme de certains de nos enfants et puis les 2 boutards de notre gardien de but qui offre comme ça gracieusement 2 buts dans cette compétition. Donc c'est décevant, mais nous allons nous mettre au travail pour gérer plutôt le championnat national qui est beaucoup plus important. Je crois qu'elle avait le niveau, c'est vrai, on a des joueurs qui ont une valeur intrinsèque pas très appréciable, il faut le voir, et ça nous a posé d'énormes problèmes au fur et à mesure qu'on allait le plus loin possible en compétition africaine. Et moi je l'ai prédit parce qu'il faut dire que les joueurs qu'on avait étaient de nature à encore beaucoup les former pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être à la hauteur de la compétition internationale. Bon, nous allons tirer des leçons de cette défaite, mais je crois qu'il y a encore lieu d'espérer pour mieux gérer le championnat national. Je pense parce qu'en Algérie, il a fait un très beau match. Vous voyez aujourd'hui, pas d'où ça devient, cette frousse. Il n'arrive pas à gérer le ballon, tirer plus de 25-35 mètres. C'est très décevant. On est pareil dans une pareille compétition. Et les Algériens avaient donc beaucoup de respect pour leur adversaire, la Panthère Sportive d'Indé, mais ils ne se privent pas de la joie qui intervient après leur victoire. Ils poursuivent donc l'aventure en Coupe africaine, en Coupe de la CAF. Après avoir éliminé la Panthère Sportive d'Indé, je vous propose de suivre cette réaction de Diri Bilel, au micro d'Emos Fango. Après le premier but encaissé, il faut revenir, il faut marquer 3 buts. Après le deuxième but, c'est fini. Et comment vous voyez l'avenir des autres équipes en compétition africaine? Nous, on joue sur 4 fronts, sur 4 compétitions, championnat, Coupe d'Algérie, on est en demi-finale, Coupe arabe, on est en finale.
Maintenant, on passe ce tour. On va voir comment on va aborder ces résultats. On a partagé le groupe. On a laissé un peu des joueurs européens, 8 joueurs européens à Alger. On est venu avec 15 joueurs. Normalement, ça va aller pour la finale Coupe arabe. Après, on verra pour cette coupe. On est des joueurs solides, solidaires sur le terrain et dehors de terrain. Et malgré on a trouvé des difficultés dans le match aller, on a créé beaucoup d'occasions. Il n'était pas la chance avec nous, mais aujourd'hui, la chance elle était avec nous. On a respecté l'adversaire, on a joué jusqu'à la dernière minute. Fair play au départ et durant une bonne partie de la rencontre, les supporters de la Panthère sportive du Ndé ont changé carrément de visage à la fin de cette rencontre. Ils étaient en colère contre leur équipe qui s'est inclinée devant les Algériens. 2 buts contre 3. La colère du public de Jumento dans ce reportage d'RVK. Les joueurs et encadreurs de Zumanto ont eu mal à partir avec les supporters après leur prestation honteuse contre les Algériens de l'USM. Les supporters de la Panthère du Ndé, très courroucés par les déchets et le jeu très haché de leur club, ont manifesté leur mécontentement à la fin de la partie. Il laisse notre équipe. Une élimination difficile à avaler pour certains qui misaient sur une victoire au regard de la courte victoire de l'USM à Alger. Ces supporters, pour la plupart, outrés par le niveau de jeu catastrophique des joueurs, ont d'abord pris d'assaut la sortie du tunnel du stade de la réunification de Bépanda avant d'être dispersés par la police. Les forces de l'ordre vont utiliser des stratagèmes pour permettre aux joueurs et encadreurs de la Panthère du Ndé de quitter le stade de la réunification de Douala. Joueurs et encadreurs de Zumanto ont eu chaud samedi à Douala. Un samedi bien électrique au stade de la réunification de Douala après l'élimination de la Panthère sportive du Ndé en Coupe de la CAF. Clément Zeko, on a suivi tout à l'heure la réaction d'Emmanuel Ikumba, le coach des Jumento, qui n'a pas manqué de relever ces énormes erreurs de son gardien de but, le jeune Mengue Thiobopol. Oui, mais le problème c'est que c'est vrai. Bon, pour ce garçon, ça devait être un jour sans, hein, parce que vu la prestation de la phase aller, où il a été le héros, nous a-t-on dit, et qui aujourd'hui ne parvient pas à rééditer le même exploit, il faut comprendre que c'est un homme qui peut avoir ses faiblesses. C'était un jour sans? Oui, c'est un jour sans pour lui, pour ce garçon, parce que même sur le deuxième but, le coup franc est lointain, mais malheureusement il met une barrière. On ne met pas une barrière sur un coup franc lointain. Et parce qu'il met la barrière sur un coup franc lointain, il ne voit pas le départ du ballon. C'est pour cette raison qu'il est surpris par la vitesse du ballon lorsque celui-ci apparaît dans son champ visuel. Et il prend dans le but de cette manière. C'est une erreur technique. C'est une erreur technique. Et en ce moment, l'entraîneur ne le reprend pas. Pourquoi? Oui, non, mais déjà après le premier but, il fallait faire un accompagnement. Parce que ce garçon n'était plus dans le match. Parce que la première faute est tellement grossière, véritablement pour tout le monde, qu'il faut comprendre qu'à cet instant-là, le gardien a besoin qu'on l'encadre pour qu'il ne sorte pas du match. Il est le dernier rempart. Dès que le ballon le traverse, ça va entrer dans le filet. Maintenant, il faut l'amener à comprendre que c'est une erreur. Mais tout le monde lui a démontré que c'était une faute. Et parce que c'est une faute, le temps qu'il digère cette faute, il en prend un coup. Et puis il manque d'assurance. Et c'est de ça qu'il est question. Donc il y a cet accompagnement qu'il faut être capable de faire à cet instant-là. Parce que ce n'est pas volontairement qu'un gardien commet une erreur de cette nature-là, qu'un joueur commet une erreur de cette nature-là. Ce n'est jamais volontaire. Mais simplement, ça arrive. Le sport, c'est là. Aujourd'hui, les héros. Demain, les héros. Donc, c'est à peu près ça. Mais le présenter à la vindicte populaire, c'est oublier que après le match d'aujourd'hui, le jour va se lever demain et on aura besoin de lui pour continuer. Surtout que Tumte, le gardien, dit-on, titulaire, est suspendu en ce moment. Oui, si le gardien titulaire est suspendu, ça veut dire que, quel que soit le cas, il va continuer à jouer dans les buts. Et donc, c'est plutôt le lieu de le mettre en place. Oui, un match, on peut le perdre, on peut le gagner, c'est vrai.
Ça peut arriver. Bon, c'est facile de dire de ma posture parce que je suis à l'extérieur de l'équipe. Mais simplement, il faut être capable, à cet instant-là, de faire un accompagnement. Il y a des fautes sur lesquelles on ne revient pas. Parce que sur le terrain, le garçon qui commet cette erreur a besoin d'un appui, de quelque chose derrière lequel il pourrait se cacher. Il n'y a que ses partenaires sur le terrain et le banc de touche pour le faire. Parce que n'allez pas lui demander ce que je dis là à un spectateur, il ne vous dira pas. Mais le banc de touche et les partenaires sur le terrain doivent dire ça peut arriver, remets-toi. Et quand il sent qu'on a confiance à lui, il se remet dans la bonne direction. Jacques, la colère des supporters de la Parenthèse Sportive d'Indé, elle peut se comprendre, cette colère qui a d'ailleurs été manifestée par cette obstruction de la sortie des vestiaires. Oui, d'abord, Sylvain, avant que de répondre à votre question, je vais aussi rebondir sur le propos de Choukout quand même. Je trouve que sa communication n'a pas été... Pour ma part, il n'a pas été à la hauteur. Oui, le code de la Panthère, parce qu'en réalité, comme il a si bien dit, vous ne pouvez pas incriminer vos joueurs, alors que si vos joueurs ne parviennent pas à avoir un foncier collectif, ça veut dire qu'en réalité, deux choses l'une, soit votre message ne passe pas, soit peut-être vous n'avez pas toutes les capacités managériales peut-être à mener à coacher cette équipe. Ceci étant maintenant une chose sûre, la colère, elle peut s'expliquer, mais elle ne se justifie pas. Peut-être elle est légitime, mais elle est idiote. Idiote pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un match de football. Et quand on a l'adversaire en face, c'est la raison pour laquelle je dis toujours à certains journalistes de faire très attention, parce que le sport, certes, il cristallise les passions et les émotions, mais n'oublions pas que au-delà, par exemple, du résultat sportif qui est l'aboutissement final, il y a toute une chaîne, il y a tout un maillage, par exemple, organisationnel, structurel, fonctionnel. Et quand vous regardez le Moulda d'Alger, et quand le coach vous fait comprendre que j'ai laissé 8 joueurs au repos, c'est vous dire carrément que là-bas, on a de l'effectif, on a de la qualité, et ils sont engagés sur plusieurs fronts. Donc maintenant, vouloir croire que c'était peut-être pas un foudre de guerre, ou alors tout simplement que ça aurait été une victime expiatoire qu'on aurait pu gagner facilement, je dis non, parce que, et c'est la raison pour laquelle je demande maintenant, une fois de plus, aux responsables des clubs de faire un travail de sensibilisation au niveau peut-être juste, parce que c'est le sport après tout, et puis il est mieux par une valeur cardinale que nous tous nous appelons le fair play. Quand vous regardez par exemple ce match, moi je ne l'ai pas vu, j'ai revu les images ici, mais vous vous rendez compte que cette équipe algérienne avait la maîtrise du jeu. Elle avait la maturité, elle a du vécu, elle a le collectif. Donc bref, elle a tous les arguments qui plaident à sa faveur pour qu'elle puisse damer le pion à Panthère. Bon, ceci étant maintenant, que les gens, le sport devienne par exemple, ou alors, comme on aime à dire, se transforme en pugilat, ou bien en invective, ou bien à des avanies, c'est pas bien parce que pour l'image même déjà, et comme l'a si bien dit le Clément ici sur ce plateau, n'oublions pas qu'après ça, le championnat continue. On a besoin de tous ces éléments. On a besoin de tout cela parce que dire que le gardien, pour moi, c'est une bourde, c'est une erreur, mais ce n'est pas une faute parce que la faute, elle est consciente. Bon, ce sont des observations que l'on fait dans des vestiaires. Oui, mais encore que j'ai suivi, même au niveau des vestiaires, c'est pas comme ça. En fait, moi, je dis quand même que si on veut s'arrimer à la modernité, si on veut s'arrimer au professionnalisme, on se doit d'abord d'avoir une certaine attitude et un état d'esprit. Donc, ceci étant une chose sûre et certaine, j'espère qu'à travers la séance d'autocritique, le staff technique, le staff administratif, mais davantage sauront trouver les mots idoines pour permettre à Zuimento de sortir grandi de cet échec. Et cette rencontre s'est donc disputée samedi, mais dimanche, il y avait également Coupe africaine interclub au stade de la réunification de Douala. Cette fois-ci, les 16e de finale retour de la Champions League africaine. L'Union sportive de Douala recevait le FUS de Rabat. Les Nassara Kamaka sont imposés par 1-0, mais bien insuffisant pour poursuivre l'aventure. RVK. Sachez que parfois l'ambiance peut changer, les coups se changent et tu passes du calme au danger. La victoire d'1-0 sur le FUS de Rabat n'a servi à rien à l'Union de Douala, désormais éliminée de la Ligue des Champions au terme des 2 rencontres entre les 2 équipes. L'avantage du but que le capitaine Gustave Mundi offre à son équipe à la 37e minute va s'avérer insuffisant à la fin du temps réglementaire. Les poulains de Bonaventure Ndjonké montrent beaucoup d'envie mais pêchent à répétition par de nombreuses maladresses devant la cage de but des Marocains.
Face à une équipe de Fils de Rabat bien en place défensivement, collectivement et même tactiquement, Union de Douala n'a pas pu refaire son retard de 3-0 pris à l'aller il y a 2 semaines. Score final sur l'ensemble des 2 rencontres, 3-1 en faveur du Fils de Rabat, qui obtient ainsi son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Je suis heureux pour le résultat parce que mes joueurs ils ont fourni un grand effort. Sur l'ensemble du match, je pense qu'Union Douala n'ont pas démérité. Ils ont bien joué, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais notre défense et surtout notre gardien en deuxième mi-temps, ils ont bien réagi. Dans l'ensemble, je pense que le public qui était là a vu un bon match, un bon état d'esprit. Et c'est le plus important dans le football. Côté Union de Douala, joueurs et le million de supporters ont fait leurs adieux à la plus prestigieuse compétition de la CAF, une Ligue des Champions où les dirigeants du club avaient fixé très haut la barre des ambitions après la qualification au tour préliminaire devant l'ISCR du Libéria. La victoire à ce match retour contre le Fils de Rabat a un goût très amer dans la famille Nassara. On avait hypothéqué nos chances depuis le match aller. Aujourd'hui, les enfants ont tout donné, ils se sont créés énormément d'occasions de but. Logiquement, on pouvait gagner ce match 2-3-0. Malheureusement, ça n'a pas été pour nous. Bon, c'est ça aussi le sport et nous nous en tenons là. La page des rêves en Ligue des Champions est désormais tournée. Il ne reste plus qu'à l'Union de Douala le championnat, la Coupe du Cameroun et dans une certaine mesure, la Coupe de la Ligue. L'Union sportive de Douala quitte dans la Champions League africaine, battue au match aller, 0 but contre 3, victorieuse au retour 1-0. Les Nassara Kamaka ils vont rester à la maison et se concentrer certainement sur le championnat et les différentes compétitions locales, la Coupe du Cameroun et probablement la Coupe de la Ligue qui devrait faire son introduction cette année dans notre pays. Dans le box de réaction à présent, côté Union sportive de Douala, vous avez d'ailleurs suivi tout à l'heure le coach Bonaventure Ndjonkep qui, bien que déçu, justifiait quand même l'échec de ses poulains dans cette compétition de manière globale par le fait que l'adversaire en face est venu véritablement pour remporter son match et poursuivre l'aventure. Je vous propose dans les réactions côté Union sportive de Douala. Ces réactions, c'est au micro des Mosfango. Vraiment, la qualification n'a pas été. On s'est battu, on a mouillé le maillot, on a donné à fond, malgré qu'on a raté beaucoup d'occasions. Sinon, on va continuer à travailler pour le championnat. Oui, cette équipe est vraiment assise, cette équipe est en place. Ils sont venus pour défendre les 3 buts qu'ils ont marqués chez eux au Maroc. Bon, sinon, le match, ça a été. Oui. La victoire, c'est bien de gagner, mais on ne sont pas qualifiés. It was a difficult one. I think the only thing I can say, we did not have that luck because we do all our possible best so that we can come out with 3 goals. But unfortunately, we missed many goals. But I think it's not the end. It's not the end of the world. I think we are going to continue to work hard so that we'll be first or second in the league. So that I think that's the only thing we have to save our 2013 league because we are out for the Champions League. For the match of today, I really congratulate my partners because we're all together. We're all hard working to qualify, not to win the match because we won. To qualify, unfortunately, it was not so. Yeah, it is very bitter, as I can say, but I think we are satisfied with the way we play. Even though we did not qualify, as I say, we are going to work hard so that we save our season with the league and the Cup of Cameroon because that's the only thing that remains for us now. Even though we are in a bad position, but it's not the end of the league. We are going to work very, very hard because as I can see from the beginning to today, Union has want to come back what there was in 2012 because from the first match till now it was not going, but today I really congratulate the guys. They do very well. We all try our best, but when God says it's not for us, it's not for us.
Eh bien, côté Union Sportive de Douala, il est clair que l'on se concentre désormais sur les compétitions locales. Les Marocains sont satisfaits de poursuivre l'aventure. Vous avez suivi la réaction tout à l'heure côté marocain. Mais je vous propose encore de suivre le coach de FUS de Rabat, c'est l'ami Jamal, qui parle plutôt de Ndame Ndame, ce jeune Camerounais ancien de l'Union Sportive de Douala, qui figure aujourd'hui dans les rangs de FUS de Rabat. Jamal Selami évoque ici le recrutement de Ndame Ndame au sein de FUS de Rabat. Ndame, c'est moi qui l'ai recruté. Je l'ai repéré sur un match de la Ligue des Champions l'année précédente contre le Raja. J'ai vu que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Hein. C'est un représentant du football camerounais là-bas. Je pense qu'il a l'estime de tout le public marocain. Chaque fois qu'on joue sur un terrain, il apprécie son jeu et son engagement. Et je pense que si on parvient à se qualifier, Inch'Allah, la prochaine fois, il va faire la Ligue des Champions et j'espère pour lui qu'il puisse partir en Europe parce qu'il a les qualités. Il faut seulement qu'il continue à travailler et surtout qu'il représente son pays. Et c'est très intéressant pour nous et pour lui. Jamal Selami, entraîneur de FUS de Rabat, il n'y a pas eu de pierre sur les joueurs dimanche au stade de la Réunification lors de ce match Union Sportive de Douala FUS de Rabat. Le public du stade de la Réunification s'est plutôt bien comporté. Le public des Verts et Blancs a passé tout le temps de cette rencontre à applaudir, à encourager les joueurs malgré les moments difficiles qu'ils ont souvent passés. RVK. Le stade de la Réunification de Bépanda a vraiment frémi dimanche après-midi. Des milliers de personnes venues encourager le Nassara Kamakaï dans sa mission impossible ont donné de la voix pendant les 90 minutes de la rencontre. Soudés derrière le champion du Cameroun en titre, ces derniers ont joué à fond leur rôle de 12e homme durant toute la rencontre. Ils ont par moments, avec insistance, contraint l'arbitre érythréen à revenir sur certaines fautes favorables à l'équipe camerounaise. Malgré le temps qui s'y grainait, au chrono des officiels, les supporters du stade de la Réunification croisaient les doigts pour un retournement de situation spectaculaire. Les minutes se sont envolées et sont restés optimistes jusqu'au coup de sifflet final. L'Union sportive de Douala est éliminée de la Ligue des Champions, mais la solidarité du public est à féliciter dans ce match international. Il y avait également dans les gradins une autre catégorie de spectateurs. Les pensionnaires des écoles et centres de formation, les jeunes de l'école de football des Brasseries du Cameroun, d'Endep Sport Academy et les joueurs de FAC Feeding Academy Center. Les dirigeants de ces structures ont permis ainsi à leurs protégés de vivre en direct un match de Coupe africaine à Douala. Mention honorable donc à ce public du stade de la Réunification de Douala dimanche. Lors de ce 16e de finale retour de la Champions League africaine, l'Union sportive de Douala, faut-il le rappeler, a certes battu FUS de Rabat par 1-0, mais quitte la compétition. Coton Sport de Garoua, pour sa part, s'est imposé 2-1 sur la fin de Djekano de Côte d'Ivoire au stade de Roumdéadja de Garoua. Au match aller, les Coton Culteurs s'étaient déjà imposé par 1-0. C'était en Côte d'Ivoire cette fois. Ça fait donc 1-3 dans ces Coupes africaines interclubs. Jean-Paul Chouniat. En compétition africaine, 2 représentants du Cameroun sont tombés pour ne plus se relever. Le champion 2012, Union de Douala, n'a pas pu se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, malgré sa victoire d'1-0 sur le FUS de Rabat. But inscrit à la 38e minute par son capitaine Gustave Moundi. Mais il en fallait 4 au Nassara qui, au match aller, se faisait laminer 3-0. L'Union de Douala a donc fait ses adieux à la Ligue des Champions, contrairement à Coton Sport de Garoua qui poursuit son aventure après sa victoire 2-1 sur la FAD Djekano de Côte d'Ivoire. Les cotonculteurs ont simplement confirmé leur suprématie du match aller remporté sur le score étriqué d'1-0 à Abidjan il y a 2 semaines. En Coupe de la CAF, Panthère Dundee n'a pas fait mieux qu'une humiliante défaite à domicile face à l'USM Alger, battu 3-2. Les visiteurs ont même mené 3-0 avant de voir le Fauve Dundee réduire le score dans les ultimes minutes du temps additionnel de la partie.
Score final 4-2 sur l'ensemble des 2 rencontres, à savoir qu'à l'aller, Panthère Dundee avait perdu 0 but contre 1. Bilan global des 4 ambassadeurs camerounais engagés sur la scène continentale cette saison. Unisport du Honkam éliminé au tour préliminaire de la Coupe de la CAF par l'Union sportive Bougouni du Mali. Panthère Dundee bouté hors jeu par l'USM Alger en 16e de finale. En Ligue des Champions, Union de Douala et son recrutement triple XXL échouent au même cap des 16e de finale. Unique rescapé dans la course, Coton Sport de Garoua qui croise l'AC Djoliba du Mali en 8e de finale. Que pourra donc l'unique représentant camerounais au moment où les clubs maliens semblent être les bêtes noires des équipes camerounaises? Joswit Ansi. Thank you, Mr. John Paul Chouniat. Voilà, Jean-Paul Chouniat qui faisait donc le bilan de la participation des clubs camerounais en Coupe africaine interclub cette saison. Clément Zeko, décidément, Coton Sport de Garoua reste le sport du football camerounais sur la scène continentale, hein, si l'on prend ces dernières années. Oui. Carrément, parce que là encore, ce sont les cotonculteurs qui poursuivent l'aventure. Ça fait ça plusieurs fois que ça se répète. Ce qu'on on a souvent reproché au coton, c'est de ne pas aller le plus loin, c'est-à-dire accéder à la finale et le remporter. Et le coton y est arrivé une fois et depuis plus rien. Mais seulement, coton, dans la régularité de sa performance, est très souvent le dernier espoir du Cameroun en ce qui concerne le football. Je voudrais, avant de vous rendre la parole, relever quelque chose par rapport à l'Union de Douala. Pour dire que le public de l'Union de Douala, son attitude qu'on salue ici, est tributaire de la qualité du jeu et de l'engagement que les joueurs de l'Union ont mis pour se déployer sur le terrain. Et ils sont tombés les armes à la main. Et je pense que quand un public comprend que les joueurs sont tombés les armes à la main, et le public est fair play. Par contre, dans le public de Panthère, c'est au niveau de la copie. La copie rendue n'avait pas la saveur de ce qu'on aurait voulu. On peut bien perdre une rencontre, c'est vrai, mais on a vu l'impression que cette équipe était un peu timorée. Et c'est sur la base de cette attitude-là que les spectateurs ont été véritablement ils ont manifesté vexés. leur colère. Donc, mais ce n'est pas une raison pour déjà continuer à verser de la colère sur des joueurs qui ont pris et la chaleur et le résultat de la rencontre et l'élimination et même l'humiliation. Ça fait un peu trop pour eux seuls. Jacques Bell, Coton Sport de Garoua, décidément, reste le géant camerounais. Oui, mais en réalité, vous savez que Coton ne se prend plus parce que, et je vais vous dire une chose, à ce niveau, vous comprenez que le football de haut niveau nécessite une certaine structuration, une certaine organisation. Et tout le monde sait quand même, quand on parle d'un club semi-professionnel, on peut toujours lorgner du côté de Garoua. Et malheureusement, pour ce club, il n'y a pas cet effet domino pour essayer, parce que l'effet d'entraînement, parce qu'il y a Coton, il y a les autres, sur le plan organisationnel, sur le plan structurel, sur le plan fonctionnel même. Ce qui fait donc en sorte que parfois, Coton a tendance, vous comprenez un peu, à dormir sur ses lauriers. Et quand Coton se frotte aux autres, on se rend compte que Coton a encore beaucoup de choses à apprendre. Ceci étant maintenant, une chose sûre et certaine, j'ai été quand même un peu surpris du côté de l'Union parce que le seul mérite que ce match a pu nous donner, c'est parce que peut-être la sérénité est revenue au niveau du groupe, du moins si je m'en tiens à ce que Achou Tembe nous a fait comprendre là, parce qu'on sait très bien qu'avec 3-0 qu'ils ont eu à prendre au match aller, c'était quasi impossible pour ce club de revenir, de renverser la vapeur. Mais ceci étant, c'est dommageable parce que si ce club avait essayé d'avoir moins de problèmes internes, je pense que peut-être l'Union aurait pu jouer une carte et peut-être l'issue du match aurait été autre chose que ce qui nous a été offert. Mais la réalité aussi, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est gênant parce que c'est souvent l'occasion pour résoudre le sempiternel problème de l'impécuniosité, hein, l'absence d'argent dont souffrent les clubs camerounais. Parce que je vais vous dire une chose. Est-ce que l'organisation est forcément, la structuration est forcément tributaire? Non, moi je dis par rapport aux compétitions de la Champions League. Vous savez que quand vous êtes qualifié pour les phases de poule,
Chaque club sera qualifié pour les phases de poule, c'est 170 millions d'euros. Donc vous comprenez que c'est énormément. 170 millions de francs, c'est pas autant pour. Je me dis 170 millions off maintenant. 170 millions de francs, donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et malheureusement. Vous aurez du coup fait pâlir les joueurs de Coton Sport de Garoua. Tout à fait, tout à fait. Donc nous autres, nous avons beaucoup pensé et que si Union avait eu, je dis, moins de problèmes internes, une certaine solidarité, une certaine volonté, peut-être Union aurait pu jouer sa carte à fond. Parce que ce n'est qu'à travers les compétitions africaines comme celle-là qu'Union peut essayer d'équilibrer son budget. Mais ceci étant, une fois de plus encore, espérons que du côté de Kamakai, cette défaite fera naître ce qu'on appelle désormais un électrochoc et une motivation nouvelle et supplémentaire pour se lancer véritablement dans le championnat, se consacrer et jouer les premiers rôles. Mais sur un plan purement technique, Clément Zeko, est-ce que le football maghrébin est un cran au-dessus du football peut-être dans la zone sahélienne ou alors dans la zone Afrique centrale, encore que le tout-puissant Mazembe, il y a encore quelques saisons, a démontré aux yeux du monde que c'était un grand club en Afrique, mais curieusement, sur la durée, et même de manière globale, ce sont les clubs issus du Maghreb qui font quand même la loi en Afrique. Oui, parce que au nombre... C'est bien un problème de structuration. Au-delà de oui, la structuration est là, et le nombre aussi. Quand on prend le nombre de clubs bien structurés dans le Maghreb, ils sont bien plus nombreux que le nombre de clubs en dessus de l'équateur, je veux dire. Donc, vous verrez donc que au Cameroun par exemple, il y a un club, il y a le coton. Tout le monde s'accorde à le dire, bien organisé, avec des infrastructures, avec ci, avec ça, un seul club. Et après, plus personne. Vous allez voir que sur l'élan... L'Union sportive de Douala revendique aussi cette organisation. Hein. L'Union de Douala n'a aucune infrastructure. C'est désolé, ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont rien. Ils ont 1 million de supporters, ils ont un peu d'argent pour se déplacer, jouer, être contents, mais après, plus rien. L'Union ne s'entraîne pas sur ces infrastructures. Donc, à partir de là, ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Maintenant, combien d'équipes au Cameroun sont capables de s'entraîner sur leurs infrastructures? Il n'y en a pas suffisamment. Donc, à partir de cet instant-là, ça devient plus difficile. Sur la vérité du nombre, les Maghrébins vont aller gagnants. Si vous allez voir TP Mazembe, après TP Mazembe, qui est encore autant structuré? Il n'y a pas. Au nombre, il n'y en a pas suffisamment. Et maintenant, si on prend de manière globale, vous prenez le Gabon, la Guinée, les infrastructures, il y en a. Les hommes, il n'y en a pas suffisamment. Il faut importer les hommes. Et il y a même des pays au Cameroun, notamment pas de carré au Cameroun, en Afrique hier. Il y a le Cap-Vert qui entame une véritable politique. Au Cameroun, nous avons les hommes. Il faut maintenant importer les infrastructures. Nous avons les hommes, mais nous n'avons pas les infrastructures. L'organisation. Et vous voyez, le championnat du Cameroun est à la 7e journée. L'équipe algérienne, je crois, qui est venue jouer contre la Panthère, ils sont venus à 15. Et ils sont sur 4 fonds. Ils sont venus à 15. Sur le plan international, c'est un risque énorme. C'est parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. Ils sont venus à 15, ils avaient un gardien remplaçant, 11 joueurs sur le terrain et 3 sur le banc. Simplement. Et tel qu'ils s'étaient organisés sur le terrain, c'était visible qu'ils savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient un seul problème ce jour-là, que le temps passe. Et ils s'étaient organisés pour faire passer le temps. Et profiter des moindres occasions. Ils en ont profité. C'est pour dire quoi? Parce qu'on a la possibilité d'avoir des infrastructures sur lesquelles on peut répéter un certain nombre de choses par rapport à des situations bien précises, on peut se permettre de prendre certains risques. Vous allez voir, à Douala, toutes les équipes s'entraînent au stade de la réunification. 2 heures par équipe par jour. Et lorsque la première équipe est à 1h30, la deuxième est déjà à la fin de son échauffement, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Lorsque notre championnat commence, il commence tard. Lorsque nos équipes commencent à entrer dans la compétition africaine, elles ont à peine 1 ou 2 matchs dans les jambes. Il n'y a pas d'automatique, il n'y a rien de rodé. Mais Jacques Baye, vous comprenez qu'il y a tout ça pris ensemble,
Jacques, est-ce qu'au-delà du manque de structuration au sein de la plupart des clubs camerounais, il n'y a pas aussi cette véritable politique dans le football camerounais? Il y a les saisons qui ne commencent pas tôt, il y a la date de la finale de la Coupe du Cameroun qui est toujours un véritable problème sur le démarrage ou la fin de la saison. Oui, mais en réalité, vous comprenez que je pense que la problématique, elle est énorme. Elle est énorme, parlant même déjà de cette finale de la Coupe du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, nous avons une particularité, c'est elle qui clôt la saison sportive. Et quand vous regardez le calendrier CAF, il est dit que tous les clubs qui doivent s'affilier pour les compétitions africaines, la date butoir c'est le 30 novembre. Et quand vous prenez peut-être pour le cas de la dernière finale de la Coupe du Cameroun qui s'est jouée le 23 décembre, vous comprenez quand même qu'à ce niveau, l'écart est énorme. Non, une chose est sûre et certaine, le sport de haut niveau c'est d'abord une politique et une certaine cohérence. Parce que s'il n'y a pas de la cohérence, s'il n'y a pas une volonté politique réelle, rien ne peut changer. Parce qu'à un moment donné, c'est ça le vrai problème. Parce que nous, aujourd'hui, on pense que le Cameroun est resté fort parce que peut-être ils se disent qu'à une époque, les autres n'étaient pas aussi bien structurés qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous gagnons dans cet amateurisme. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, que ce soit le Gabon, que ce soit le Niger, que ce soit le Cap-Vert, vous allez vous rendre compte que là-bas, il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures et ceci, maintenant, ne peut qu'entraîner une certaine modernisation de ce sport. Parce que, en réalité, aujourd'hui, le sport, de plus en plus, est un facteur de croissance. Et si on veut le faire, qu'il devienne un facteur de croissance de l'employabilité, alors il faudrait le structurer. Et le structurer passe par la construction des infrastructures. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas faire de l'alchimie, on ne peut pas faire du miracle permanent. Et je vous dis que l'heure, par exemple, des incantations païennes est terminée. Ou parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, des formules parfois vaseuses et creuses qui n'apportent absolument rien. Donc moi je dis tout simplement quoi. On peut faire simple parce qu'il faudrait qu'en réalité que l'État comprenne une fois pour toutes que le sport nécessite beaucoup de moyens, une planification, une projection et à partir de là, on pourra dégager la vision et vous allez vous rendre compte que nous avons la chance, nous avons la matière, mais nous n'avons pas des infrastructures. Et voilà pourquoi les Marocains sont arrivés ici, là, ils étaient complètement perdus. Ils se demandaient si c'est le pays, le régime, là, c'est quel stade. Les gens s'interrogeaient, déjà même l'hôtel. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Tout est prioritaire et c'est gênant, mais il faut le dire, tout est prioritaire. C'est la raison pour laquelle j'estime... Mais finalement, il n'y a aucune priorité, il n'y a pas de priorité à... Mais puisque nous sommes dans un pays, moi je suis arrivé ici à Douala, hier, mais je vous dis, je ne citerai pas le quartier peut-être pour choquer peut-être les uns les autres, mais je ne peux pas vous dire combien de fois on a délesté, il n'y a pas, moi je dis c'est terrible quand même, on ne peut pas évoluer à ce niveau. Non, je dis tout simplement c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas attendre le miracle si on n'a pas travaillé, si on n'a pas programmé, si on n'a pas planifié, si on n'a pas structuré, si on n'a pas fait comme les autres. Et ce travail qui doit le faire? Non, il y a l'État, il y a les partenaires, puis il y a les financiers, donc je pense que c'est tout le monde. Mais l'avantage d'abord, c'est l'État qui doit donner l'impulsion. Et peut-être aussi les supporters, parce qu'on voit ailleurs les socios porter les équipes vers... Non, mais il faut vous dire d'abord, dans un pays ailleurs, les socios sportent parce qu'ils sont sortis de l'urgence existentielle. Vous n'allez pas demander, par exemple, à quelqu'un qui est un désargenté, quelqu'un qui ne peut pas faire un repas par jour, lui demander peut-être de faire une collecte. Ça, c'est ça d'abord. Donc, il y a les réalités socio-économiques auxquelles on ne pourra peut-être occulter. Mais une chose est sûre et certaine, je dis, le travail, il est basique. Il faut d'abord commencer au niveau même de la base. C'est à ce niveau où c'est très difficile. La 7e journée du championnat Elite One s'est disputée ce dimanche. Du moins, il y avait 3 matchs avancés. 3 matchs avancés. Les Astres de Douala qui étaient en déplacement, du côté de Limbé ont battu Djalaquan Sport Academy de Limbé par 2-1. Unisport du Onkam et New Star de Douala ont fait match nul, 0 but partout. Victoire du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, 2-1 sur Fovo Football Club de Baham. Un match s'est disputé ce lundi. DAC 2000 a été battu 1-3 par Renaissance de Ngomo. Il y aura 3 matchs mercredi. Ces matchs concernent les clubs camerounais qui étaient engagés en Coupe africaine interclub ce week-end. Coton Sport de Garoua reçoit le Canon Sportif de Yaoundé mercredi, tandis que l'Union Sportive de Douala recevra également le Sport Academy de Bamenda et Sable Football Club de Batié jouera contre la Panthère Sportive d'Undé. En Elite 2, l'on a franchi la 8e borne, la 8e journée qui s'est donc disputée. Il y avait 2 matchs ce lundi pour
marquer la clôture de cette 8e journée du championnat Elite 2. Ce lundi donc, National Polytechnic of Bambui et AS Maté Douala ont fait jeu égal. 0 but partout. Scorpion de B1, UMS de Loum 1, Cosmos de Bafia 0, Achille de Sa 1, APGS de Fou 0, Dragon de Yaoundé 2, l'Aigle Royal de la Meno a battu Fetier Football Club de Banjoun par 2 buts à 0, victoire de Sahel de Marois, 1 but à 0 sur Botafogo de Douala. L'Université de Ngaoundéré s'est imposée, c'est une véritable renaissance, 3 buts à 1 sur Tico United qui traîne toujours la patte dans ce championnat et Elite 2. Nous allons à présent parler du football des jeunes, s'il faille l'appeler ainsi, ou alors s'il faille les qualifier ainsi. Ces finales sémences olympiques sont disputées donc du côté de la ville de Yaoundé. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant permanent dans la ville de Yaoundé, Marcelin Ganson. C'est l'un des rares tournois qui permet aux jeunes de s'exprimer et de démontrer qu'ils constituent cette pépinière dont on a tant besoin pour construire l'avenir du football camerounais. Cette 13e édition des sémences olympiques a tenu toutes ses promesses. Les jeunes se sont donnés à fond dans leurs catégories respectives pour le bonheur du public et des personnalités qui ont effectué le déplacement. Ainsi, chez les poussins, Barcelone est venu à bout de Milan, 1 but à 0. Chez les Benjamins, c'est Chico Academy qui a été le plus fort en dominant Sémence sur le score sans appel de 3 buts contre 1. Le match était très équilibré et à la deuxième mi-temps, on était plus fort que et c'est grâce à ça qu'on a marqué 3 buts à 1 et je suis très content. Les deux autres finales ont été tout aussi enlevées. C'est ainsi que chez les minimes, Sémence a battu Green City 1 but à 0. Et enfin, chez les cadets, Green City a pris sa revanche en dominant Sémence 5 à 2 à l'issue de l'épreuve fatidique de tir au but. C'est bien qu'aujourd'hui, on laisse les jeunes s'exprimer, de pouvoir exprimer leur passion et de se faire voir aussi. Les vainqueurs ainsi que les meilleurs joueurs et buteurs ont reçu des trophées et des médailles en guise d'encouragement. Et au moment de refermer ce 13e tournoi de sémences olympiques, les comptes sont plutôt bons. Nous préparons l'avenir avec le présent aujourd'hui. Et vous savez que tenir sur un cheval sauvage, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons tenu voici 14 ans et nous espérons que ça portera des fruits si l'organisation suit et si on continue à nous écouter. Nous venons d'assister à un très bel après-midi de football. J'ai eu à admirer de très bons talents qui méritent d'être suivis. Vous savez, c'est les enfants qui sont condamnés parce qu'ils n'ont pas de championnat. Ils n'ont pas où aller jouer. Et lorsque un centre de formation comme celui de Sémence organise un tournoi, c'est avec beaucoup de joie que nous venons pour les encourager. Rendez-vous a été pris pour la 14e édition l'année prochaine. Albert Roger Mila, Emmanuel Mvé et d'autres anciennes gloires du football ont réaffirmé leur engagement à accompagner ce clin d'œil en faveur du football jeune. Je vous invite à présent à prendre le plat de résistance de cette édition de 100% foot. C'est un principe demain que l'ultimatum donné par la FIFA aux autorités en charge du football camerounais, précisément au ministre des Sports et de l'Éducation physique, doit prendre effet. Demain sera donc le 9 avril 2013. Vous vous souvenez de cette correspondance du secrétaire général de la FIFA qui invite le président de la Fédération camerounaise de football à rencontrer les autorités camerounaises pour tirer au clair ce qui se passe en rapport avec la décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui met un stop au processus électoral au sein de la Fédération camerounaise de football. Jean-Paul Chuniat. À quelques heures du deadline de l'ultimatum de la FIFA au ministère des Sports pour ingérence du politique dans les affaires de football, les observateurs de foot se demandent si la FIFA va suspendre le Cameroun des compétitions internationales au cas où les autorités camerounaises n'obtempéreraient pas à son injonction. Dans un courrier adressé au président de la FECAFOOT, Iya Mohamed, en date du 4 avril 2013, le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, somme le gouvernement de se mettre à l'écart des affaires de football que gère son membre, la FECAFOOT. Il a donné 5 jours à Iya Mohamed de lui rendre compte des actions du ministre des Sports Adoum Garoua suite à sa décision de suspendre le processus électoral en vue du renouvellement des organes dirigeants de la FECAFOOT. L'ultimatum de la FIFA expire le 9 avril.
jour où le patron des sports entame des consultations avec tous les acteurs du football camerounais en vue de voir clair dans ce méli-mélo autour de la gestion du football au Cameroun. D'aucuns craignent que le Cameroun peut prendre un sérieux coup au moment où les Lions indomptables se sont relancés dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2014. Ce n'est pas aussi la première fois que la FECAFOOT saisit la FIFA pour se plaindre de l'émission du politique dans les affaires de la fédération. Et à chaque fois, la FIFA a eu gain de cause face aux autorités camerounaises. La FECAFOOT réussira-t-elle encore cette fois-ci au moment où son président est presque en disgrâce auprès du régime de Yaoundé suite aux accusations formulées par le contrôle supérieur de l'État pour sa gestion à la tête d'une entreprise d'État, la Sodecoton. La réponse du berger à la bergère est venue de... Et ils n'ont pas longtemps attendu pour réagir. Eux, ce sont 4 vice-présidents de la Fédération camerounaise de football, couplés à 2 membres du comité d'urgence qui ont à leur tour écrit ce lundi au secrétaire général de la Fédération internationale de football, association la FIFA, pour demander l'application du programme Community, ce programme-là qui prône le dialogue avec les autorités locales. Reportage. La réponse du berger à la bergère est venue de là où on l'attendait le moins. John Begeninde, Antoine Esombayenga, Pierre Semenge, David Maebi, tous vice-présidents de la Fédération camerounaise de football. À eux, se sont joints à Maladi et Félix Ngelengele, membres du comité d'urgence de la FECAFOOT, pour apporter leur soutien au ministre des Sports et de l'Éducation physique dans sa décision de surseoir au processus électoral au sein de l'instance fêtière du football camerounais. À cet effet, ces derniers ont signé une correspondance adressée au secrétaire général de la FIFA qui, il y a 4 jours, avait écrit au ministre des Sports et de l'Éducation physique via le président de la FECAFOOT pour sommer le représentant du gouvernement camerounais à lever sa décision. Les signataires de la correspondance, adressée ce lundi au secrétaire général de la FIFA, affirmaient qu'ils sollicitent l'ouverture des discussions entre les différents acteurs du football camerounais dans le but d'examiner profondément certaines revendications qui leur semblent fondées, notamment celles relatives à l'article 4 du statut spécial des ligues décentralisées, qui est en contradiction avec les statuts de la FECAFOOT et à l'exclusion des joueurs du processus électoral, soutiennent-ils. Les signataires de la correspondance, adressés au secrétaire général de la FIFA, justifient leur position par le fait que le comité d'urgence, organe de management de la Fédération camerounaise de football, ne s'est réuni qu'une seule fois au cours des 4 dernières années. Ses membres étant réduits à s'informer à travers les médias lors des crises récurrentes dans le football camerounais ces dernières années. 4 jours donc seulement après la correspondance du secrétaire général de la FIFA. Ces poids lourds de la FECAFOOT, à travers leur retour d'ascenseur, affirment, je cite, « Suite à la correspondance que vous avez adressée au président de la FECAFOOT, nous avons l'honneur de vous informer que nous, membres du comité d'urgence, nous nous désolidarisons de toute démarche tendant à exacerber les tensions que connaît actuellement la famille du football camerounais. Ces tensions qui s'étaient traduites au mois de mars dernier par des bagarres impliquant des armes blanches et des armes à feu dans la région du littoral, s'accentue davantage avec la tenue clandestine des élections dans certains départements au mépris de la loi. Fin de citation. Afin de sortir de cette crise, les administrateurs qui se sont désolidarisés des dirigeants actuels de la FECAFOOT proposent à la FIFA une rencontre tripartite. Ils sollicitent par ailleurs qu'un dialogue soit établi avec les autorités gouvernementales. Dans l'esprit du programme Community, si cher au président de la FIFA, c'est Blatter. Très rigoureuse sur l'ingérence gouvernementale dans les affaires sportives, la FIFA va sans doute se retrouver dans une situation très embarrassante avec cette insurrection qui vient de l'intérieur même d'une de ses associations membres. Une vraie patate chaude entre les mains de Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA. Voilà le comité d'urgence, ou alors ils sont 2 membres, très exactement, du comité d'urgence, couplés à 4 vice-présidents de la Fédération camerounaise de football qui écrivent au secrétaire général de la FIFA, Jacques Bell. L'on évoque ici l'application du programme Community, celui-là qui prône le dialogue avec les autorités locales. Et on sait qu'en ce moment, tout le monde en a besoin, et même le secrétaire général de la FIFA a carrément donné les instructions dans ce sens, dans sa correspondance récemment adressée au président de la FIFA. Oui, d'abord, vous allez me permettre de faire quelques commentaires sur ce papier, parce que j'ai entendu que dans ce papier, M. Iya serait tombé en disgrâce face au régime. Je ne sais pas si M. Iya, aux dernières informations... Vous voulez parler du papier d'avant? Oui, d'abord le papier d'avant, parce qu'on a parlé de la disgrâce de M. Iya. Je ne sais pas si M. Iya a été déjà limogé, dernières informations, je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, je dis tout simplement qu'il y avait un peu de l'exagération. On a parlé d'insurrection. Bon, je ne sais pas si on peut parler peut-être d'insurrection à ce niveau. La réalité, c'est que pour la bonne information,
pour vos téléspectateurs, qu'il faille d'abord revenir au niveau de la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Hier, je m'évertuais déjà sur votre radio, la radio Equinox, j'essayais de dire aux gens que pour mieux comprendre aujourd'hui l'incompréhension, alors la crise qui se passe entre la tutelle et la fédération, il faudrait d'abord dans un premier temps maîtriser peut-être les méandres de droit, parce qu'il faut avoir quelques éléments d'appréciation. Il faut faire déjà le distinguo entre le pouvoir tutélaire et le pouvoir hiérarchique. Parce que si on ne parvient pas à faire ce distinguo-là, on ne peut pas. Hier, je disais déjà que le pouvoir tutélaire, lui, il en avait 4 piliers. C'est-à-dire que le pouvoir d'annulation, le pouvoir de substitution, le pouvoir d'autorisation, le pouvoir d'approbation. Alors que le pouvoir, par exemple, hiérarchique, lui, il en avait 3 piliers fondamentaux. Il y a le pouvoir d'instruction, le pouvoir de la reformation et le pouvoir maintenant d'annulation. Or, à cet instant, et lorsque vous regardez déjà ces 3, vous faites rapidement déjà une synthèse, vous vous rendez compte que la fédération n'est pas un service déconcentré du ministre. Donc, à ce titre, du ministère de l'Éducation physique, à ce titre, le ministre ne peut pas enjoindre à la fédération de surseoir que momentanément à son processus de démarrage électoral dans un premier temps. Dans un second temps maintenant, nous pouvons revenir sur l'article du 15 juillet 2011. Et dans cet article, vous citez l'article 43 et 45, où les fédérations sont libres de fonctionner, mais à condition tout simplement de respecter le dispositif réglementaire, de respecter par exemple l'esprit olympique et de respecter aussi maintenant les canons de l'organe fêtière qui est la FIFA et la CAF. Donc je dis, le ministre, on ne lui rend que compte. Donc à ce niveau maintenant, vous vous rendez donc compte que, parti de là, vous ne pouvez pas taxer la fédération d'être frondeuse ou bien d'être insubordonnée. On est insubordonné lorsqu'on a peut-être, on subit le pouvoir hiérarchique. Moi, je dis tout simplement, maintenant, la fédération a signifié au ministre en date du 28 janvier le chronogramme de démarrage de ses activités. Monsieur le ministre avait tout le temps d'anticiper, par exemple, une concertation élargie afin de permettre à la fédération de lancer son processus le 27 mars 2013. Malheureusement, une fois de plus, tout le monde sait très bien que de ce côté-là, la célérité n'est pas le propre de M. Adoum Garoua. Tout le monde le sait, qu'il souffre d'une certaine inertie, pour ne pas dire une certaine frilosité. Maintenant, la réalité pour moi, c'est qu'il ne l'a pas fait. C'est fort de tout cela que la fédération, soucieuse par exemple la légitimité de ses membres, parce que je vais vous dire une chose, l'élection avant d'arriver à la nationale, elle commence d'abord par la base, donc la départementale, la régionale, et maintenant nous allons à la nationale. Et vous savez très bien que si cette élection n'avait pas eu lieu, parce que sur les 58 départements que compte l'État du Cameroun, il y a eu 35 départements où il y a eu des élections. Je vais vous dire, on a dit que des élections clandestines, mais non. Là où les préfets n'ont pas donné l'autorisation, il n'y a pas eu élection. J'en ai pour preuve. Dans la région du littoral, il n'y a pas eu élection. Dans la région du nord-ouest, il n'y a pas eu du tout élection. Dans la région, par exemple, du centre, je pense que sur 10 départements, il y en a eu 5. Dans la région, par exemple, je vais comme ça, hein, à l'est, oui. Dans la région, sur les 4 départements, il y a eu... Jusque-là, on a suivi votre développement. Mais avant de vous laisser poursuivre, dans sa posture de tutelle, le ministre des Sports et de l'Éducation physique évoque ici... parlant de ces instructions à surseoir le processus électoral au sein de la Fédération camerounaise de football, le climat délétère ou alors le problème de trouble à l'ordre public, parce que le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'appuie sur ce climat délétère qui précède ces élections de la Fédération. Permettez-moi, de la Fédération camerounaise de football, en s'appuyant prioritairement sur les incidents de Pouma lors du lancement de la saison sportive au sein de la Ligue régionale de football du littoral. Est-ce que maintenant, de par sa posture de tutelle, puisque le ministère des Sports et de l'Éducation physique est bel et bien la tutelle de la FECAFOOT, comme de toutes les autres fédérations, et la Fédération camerounaise de football est bel et bien sur le territoire camerounais, est-ce que maintenant le gouvernement camerounais n'a pas, pensez-vous que le gouvernement camerounais n'a pas ce devoir-là pour des besoins de sérénité, pour des besoins de l'ordre public, de maintien de l'ordre public, de prendre de telles décisions? Non, je vais d'abord vous dire une chose, premièrement. Il faut éviter peut-être de croire que la fédération est un État dans un État. Tout le monde sait ici là que la fédération n'est pas cette structure mandarinale qui est au-dessus des lois de la République. Non. La fédération, c'est la fédération. L'État peut faire prévaloir ses prérogatives de puissance pour lui la dissoudre même. Mais ce que nous voulons faire comprendre aux gens,
c'est que, sauf si vous me démontrez le contraire, que le littoral seul fait la superficie du Cameroun. J'ai dit non. Si le ministre avait réellement... Alors pour vous, non, non, je ne dis pas qu'elles sont négligeables parce qu'en réalité, c'était... Écoutez, mais vous n'avez pas laissé répondre à la question. Vous aurez d'abord pu me laisser répondre à la première question que vous m'avez posée et avant de renchérir. Vous aurez l'occasion de le faire. Alors l'autre question que je vais vous poser, comment est-ce que vous jugez le climat qui prévaut en ce moment au sein de la famille football au Cameroun? Est-ce un climat serein ou c'est un climat qui mérite que les autorités en charge de ce pays prennent des décisions qui s'imposent? Non, je dirais tout simplement que c'est un climat serein dans une insécurité apparente. Parce que, je le dis pourquoi, il faut vous dire une chose. Le véritable problème, c'est qu'il y a trop de manipulation, il y a l'inobservance des textes, il y a la méconnaissance des textes. Qui a manipulé le ministre? Je ne parle pas le ministre, mais je dis que l'opinion publique est manipulée. Parce que lorsque vous prenez peut-être les textes sont clairs. Et je vais vous dire une chose. Nous tous, nous savons que nous aspirons à voir notre pays qu'il devienne un État de droit. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Je voulais vous faire comprendre que le Cameroun a 10 régions. Si, tant est peu que peut-être la région du littoral est une région où il y a eu peut-être atteinte, encore que la notion de l'ordre public est une notion à géométrie variable. Si peut-être on parlait, mais je pense dans les 9 autres régions, il n'y avait pas de problème de dysfonctionnement. Et encore que ces dysfonctionnements avaient été aplanis. Parce que quand on parle par exemple des problèmes de la région du littoral, je voulais rapidement et succinctement pour la bonne gouverne de vos téléspectateurs, le faire comprendre que quand vous prenez le statut de la fédération, en son article 70, les compétences dévolues au secrétaire général, il est le patron, vous comprenez, de l'organisation, de la gestion des compétitions sur toute l'étendue du territoire national, excepté celle de la Ligue de football professionnel. Donc, par conséquent, j'ai dit que c'est des compétences qui lui sont propres, qui lui sont statutairement dévolues. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. Clément Zeko, vous, cette actualité, ces correspondances, on n'en peut finir entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la FECAFOOT, la Fédération internationale de football association, la FIFA, en tant qu'acteur du football camerounais, comment est-ce que vous, vous appréhendez tout ceci? Je voudrais que Jacques soit un peu... apporte vraiment le message qu'il voudrait apporter. Mais seulement, je suis pas d'accord avec lui. Sur quel point? À partir du moment où il trouve que l'action tutélaire du ministère ne doit pas se faire de cette manière-là. Non. La fédération est sous la tutelle du ministère. Et la FIFA même a, dans son article 15 qui porte sur l'exclusion, il y a un alinéa qui dit qu'on peut exclure une fédération si elle viole les textes, ses propres textes. Et l'arrêté 07 de l'octobre 2001 du ministère qui organise la formule d'octroi et le retrait des agréments dit clairement que l'agrément peut être retiré avec ou sans préavis. Sans préavis, si l'activité de la fédération porte atteinte à la souveraineté de l'État, si l'activité de la fédération porte atteinte à l'intégrité physique de ses propres membres. Et là, c'est sans préavis. Avec préavis, si l'activité n'est pas probante, donc vous n'avez pas réussi, vous n'atteignez pas les objectifs que vous êtes fixés au départ. S'il y a atteinte à l'ordre public, et sur cet entrefait, le ministre a demandé de surseoir. Pas d'annuler. Oui, de surseoir, parce qu'il veut chercher à voir clair. Et voici en quoi la fédération a violé cette... Écoutez un peu. Écoutez, j'y arrive. Permettez que j'y arrive. La fédération a violé ses propres textes. La fédération, au niveau du littoral, veut lancer le championnat. Qu'est-ce qu'on appelle par championnat? C'est une organisation qui fait que les matchs se jouent en aller et retour. Il y a des visiteurs, il y a des locaux. Le match doit se jouer à Idéa. Ça veut dire qu'à Idéa, il y a une équipe locale qui doit recevoir une visiteuse. Ce match est annulé. On l'amène à Pouma.
Quand les deux équipes vont à Pouma, il y en a 2 équipes visiteuses. Or, on a 2 équipes visiteuses en cas de tournoi. Et là, il y a violation de Et là, règlement. oui, là, on parle de tournoi. Là, c'est tournoi, ce n'est plus le championnat. Non, vous pouvez me citer l'article. Alors, attendez, j'arrive. Non, attendez que Il parle d'un principe. Alors, je parle d'un principe. Avant, monsieur. Pour quelqu'un Renaissance, vous ne jouerez pas à Yaoundé, ces matchs. Vous jouerez à Ngoumou. Non, parce que là, sur le championnat, sur le championnat, quand vous voulez changer de localisation, vous le demandez et on vous autorise. Et on annonce que désormais, telle équipe recevra à tel endroit. Maintenant, je dis sur la question de principe, le match qui doit se jouer à Edea oppose une équipe locale d'Edea à celle qui vient d'ailleurs. Maintenant, quand vous délocalisez pour aller à Pouma, l'équipe d'Edea devient visiteuse à Pouma. L'équipe qui visitait à Pouma, à Edea, devient aussi visiteuse. Là, c'est un tournoi. Peut-être auquel cas le match des Astres qui a été reporté pour cause d'intempéries la semaine dernière, parce que lorsqu'il avait plus de la ramification de Douala, le match qui a été reporté, auquel cas ce match aurait peut-être pu être délocalisé. Délocalisé pour aller à... Non, c'est pour dire que la fédération viole ses propres règles. Et maintenant, dans l'article, je dis bien 15 des statuts de la Fédération internationale qui parle de l'exclusion. Vous perdez... Mais maintenant, pour nous permettre d'avancer, je reviens, vous aurez la parole. Maintenant, pour nous permettre d'avancer, Clément Zeko, les raisons évoquées par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour décider de surseoir au processus électoral de la Fédération camerounaise de football peuvent-elles donner lieu à une ingérence du gouvernement camerounais dans les activités de la FECAFOOT? Parce que le ministre évoque clairement ici un problème de maintien à l'ordre public. Oui, et c'est clair et c'est net. Les fautes commises à cette occasion-là peuvent même pousser le ministère à retirer l'agrément. Donc pour vous, il n'y a pas d'ingérence. Et maintenant, si le ministère retire, si on retire l'agrément, la fédération perd sa qualité de fédération représentant l'État du Cameroun auprès de la FIFA et perd donc cette place au niveau de la FIFA. Mais je dis, moi je vais dire tout simplement, personne ne dit que le ministre ne peut pas retirer le truc. Tout à l'heure, j'ai pris soin, j'ai continué à dire que, vous savez, le débat, ce n'est pas les émotions, ce n'est peut-être pas des conjectures. Le débat, c'est des certitudes qui s'appuient sur des lois. Ce n'est pas moi qui ai écrit les lois, ce n'est pas vous non plus. Cette loi, elle a été ratifiée, elle a été votée, elle a été promulguée par le chef de l'État. Maintenant, maintenant, il dit que en quoi est-ce que la fédération a violé ses propres textes? C'est là le véritable problème, parce que là, ça, c'est les lois de la FIFA. Il cite en article 15. Il dit maintenant que par rapport à la notion de l'ordre public, parce que le retrait de l'agrément, le ministre peut. Ce qu'il dit, c'est vrai, le ministre peut retirer l'agrément. Maintenant, par rapport, nous disons tout simplement à le rôle, le pouvoir de tutelle. Il faut bien renseigner qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir de tutelle, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir hiérarchique. C'est ça le véritable problème. Parce que la tutelle ne voudrait pas dire, par exemple, émission. La tutelle signifie tout simplement régulation. Et je vais vous dire une chose. Avant que, par exemple, que le président de la FECAFOOT et son secrétaire général n'apposent, par exemple, leur signature sur ces statuts, c'est-à-dire ces statuts, copie leur toujours rendus au niveau de la tutelle, qu'ils les lisent pour voir s'ils sont en conformité avec les lois de la République. Or, à partir du moment où il a le pouvoir d'annulation, il ne les a pas annulés, il est tout simplement approuvé. Il a approuvé, par exemple, ces statuts. Maintenant, quand vous parlez de la notion de l'ordre public, je suis même d'accord avec vous. Admettons même que Douala soit peut-être une zone conflictogène de nature à ne pas permettre que l'élection se déroule dans un climat de paix et de tout. Mais ce n'est pas le cas dans le centre, ce n'est pas le cas. Et je vais vous dire une chose, aujourd'hui nous sommes dans une élection sénatoriale. Vous savez très bien qu'il y aura des dysfonctionnements. Et on vous dira tout simplement qu'il y a eu des dysfonctionnements dans telle zone, mais ces dysfonctionnements ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité d'une élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas en faire, vous comprenez un peu, d'un cas aussi infinimaliste que celui de Kouma. Pour vous, les c'est un cas infinimaliste. Mais je vais vous dire une chose. Avant que, par exemple, même, de parler de machette ou autre, mais ne me dites pas que la machette est peut-être plus dangereuse qu'une arme. Non, le véritable problème, c'est que vous en faites une sorte d'inflation informationnelle pour rien. Parce que le véritable problème, tout le monde le sait. Et ça, le secrétaire général est venu par 2 fois ici, là, et les divergences ont été aplanties. Est autant valable pour vous. Alors, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, sur les raisons... Sur la base, il a cité 2 raisons. Par rapport, la raison principale,
C'est le problème de maintien de l'ordre public. Par rapport à cette justification, est-ce que le ministre n'est pas ici dans son droit de tutelle? Je dis non. Est-ce que d'après vous, parce qu'il faudrait que nous disions les choses de manière claire, d'après vous, clairement, le ministre ici est en pleine ingérence. C'est une ingérence, c'est-à-dire que le ministre, c'est une ingérence, c'est une ingérence. C'est la raison pour laquelle je vous dis une chose. Comment vous dites nous dites ça? Même le secrétaire général de la FIFA n'a pas évoqué l'ingérence. Non, je vais dire non, mais écoutez, moi je l'ai lu, hein, et vous l'avez si bien lu. Mais il n'a parlé d'ingérence. Non, il n'a peut-être, mais c'est une ingérence. La preuve est que quand il somme, par exemple, quand il somme le ministre, ça veut dire qu'en réalité, il reconnaît une ingérence. Mais il demande au président de la FIFA. Ça veut dire tout simplement que, puisque nous sommes en train, puisque vous savez, avant que d'arriver peut-être à la suspension, il y a quand même des préalables. C'est-à-dire qu'on reste encore, c'est ça, on somme pour demander par exemple au ministre de faire un rétropédalage. On lui demande de faire un rétropédalage et de se conformer, vous comprenez, au statut standard de la FIFA. Aujourd'hui, je suis un peu choqué. Je suis choqué pourquoi? Parce que quand je vois certains joueurs, notamment peut-être Bel Joseph Antoine, qui dit que la FIFA c'est un machin. Or, il est souvenu de tous les Camerounais. Le même Bel Joseph Antoine est allé pleurnicher auprès de la FIFA pour rentrer dans ses fonds, pour rentrer dans ses primes ici à l'époque. Là, il a reconnu la supranationalité de la FIFA sur l'État du Cameroun. Et la FIFA menaçait l'État du Cameroun si l'État n'obtempérait pas et si les gens ne faisaient pas. Je n'y vais pas dans tous les sens. Parce que vous voulez non. Parce que vous voulez. Il faut que nos téléspectateurs comprennent quelque chose. La FIFA, c'est une association internationale. Oui. L'État du Cameroun est un État souverain. Oui. En aucun cas, le secrétaire général de la FIFA n'a sommé le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui représente le gouvernement camerounais et il n'a pas ce pouvoir. Non, il a ce pouvoir. Attendez. Non, il a ce pouvoir. Il a le pouvoir de faire des observations, de prendre les mesures qui s'imposent. C'est clair. Concernant les États. Mais il ne somme pas le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui représente tout un État qui est l'État du Cameroun. Non, je veux dire une chose. Hier, j'ai fait des précisions là-dessus. Ne confondons pas État et gouvernement. Le ministre, c'est-à-dire, je vous ai dit hier que le gouvernement, c'était l'autorité investie par l'État. Le ministre est un élément du gouvernement. Il n'est pas le gouvernement. Ça veut dire qu'il est dans un champ d'action bien délimité. Non, il est dans un champ d'action bien délimité, qui est le sport et l'éducation physique. Maintenant, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football lui a signifié, vous comprenez un peu, une missive dans laquelle il a fait part des éléments qui achoppaient le bon déroulement du processus électoral. Il a amplié cette lettre au secrétaire général de la CAF, au secrétaire général de la primature, au secrétaire général à la présidence de la République et au secrétaire général de la FIFA. Maintenant, la FIFA a répondu, et d'un ton ferme, et elle a demandé aux deux parties, vous comprenez un peu, au ministre naturellement, de revenir sur l'orthodoxie des textes qui régissent par exemple la FIFA et les fédérations. Qu'est-ce que vous entendez par soumis? Attendez, pourquoi voulez-vous... En même temps, il est clair que le secrétaire général de la FIFA, M. Valk, demande à M. Iya Mohamed, qui est président de la FECAFOOT, de se rapprocher pour un dialogue auprès des autorités camerounaises. Oui. Pour permettre le processus électoral. Il faut préciser que pour être membre de la FIFA, il faut être une association représentant un État indépendant et reconnu par la communauté internationale. C'est clair. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est clair comme ça. Maintenant, quand on dit qu'un État est indépendant et souverain, pourquoi voulez-vous que, lorsqu'il y a un désordre, que l'État se taise? Moi, je peux vous répondre ça plus. On est même étonné de savoir pourquoi le procureur de la République auprès des tribunaux ne se soit pas saisi de ce problème et arrêter tous ceux qui avaient fait ce désordre-là. Parce que dans la continuité, puisqu'il faut pas leurrer les gens, dans la continuité, on refuse de faire quelque chose à EDA, on déporte ces choses à Puma. Maintenant, pourquoi... Et selon vous, un championnat devient du coup un tournoi à ce moment-là. Ce n'est ni le championnat, ni le tournoi. Parce que qui reçoit qui? Clément, vous avez posé un postulat tout à l'heure. Vous avez dit que pour que une fédération se fasse affilier auprès de la FIFA, il faudrait que naturellement qu'elle soit reconnue par un État. Mais qu'elle représente un État. Je suis même entièrement d'accord avec vous. Maintenant, je vais vous poser une question, ou alors je vais tout simplement vous éclairer en disant ceci. Parlons maintenant des accords qui ont été peut-être signés entre les États ou bien entre l'État du Cameroun et la FIFA et qui ont été ratifiés par l'Assemblée nationale. Et qui vont aujourd'hui dans l'ordonnance peut-être dans l'ordonnancement, vous comprenez un peu des normes juridiques.
Que faire de ça? Est-ce qu'ils ne sont pas au-dessus des lois et des constitutions de la République? Je vous pose la question tout simplement. Alors, peut-être... Non, ça veut dire qu'ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Quand les accords ont été ratifiés par un État, signés par un État et ratifiés par le Parlement, dès lors, ils ont dans la nomenclature juridique des lois et ils sont au-dessus. C'est pour dire que l'État du Cameroun, à partir du moment où l'État du Cameroun a décidé, vous comprenez un peu, de signer les accords avec la FIFA, le Parlement en a ratifié, alors l'État du Cameroun se doit d'obéir, par exemple, aux textes qui régissent. Faute de quoi? Faute de quoi, l'État peut dissoudre, peut-être, ou alors se retirer de la FIFA. Il n'y a pas de problème. Pour sortir, l'État peut retirer. C'est ça le problème. Pour sortir de ce volet, parce qu'on va... Parce que la FIFA n'a jamais dit que... Clément Zeko, pour sortir de ce volet, parce qu'il va falloir que nous avancions dans cette émission qui va bientôt s'achever. D'ailleurs, jusqu'ici, où est le problème? Jusqu'ici, où est l'ingérence? Non, mais l'ingérence, jusqu'ici, à quel niveau l'État du Cameroun a violé? Mais j'insiste. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre la différence. Ce n'est pas moi qui ai édicté ces normes du droit administratif, parlant du pouvoir hiérarchique et parlant du pouvoir tutélaire. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que dans ce cas, on parle d'une décentralisation technique. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que moi, je dis une chose, je suis certain. Le ministre a dit, il a sorti deux arguments phares. Oui. Il a dit, premièrement, menace à l'ordre public. Et deuxièmement, les multiples récriminations, vous comprenez un peu, de certains joueurs qui se sentent exclus. Or, vous tous, vous savez, Sylvestre, ici, là, qu'au niveau, par exemple, des statuts de la fédération, il y a aujourd'hui 3 associations. Or, les statuts ne permettent que la reconnaissance d'une seule association. Comment donc faire? Et ces joueurs, ces différentes associations ont rencontré le président de la fédération qui leur a suggéré d'aller fédérer et de former une seule association. Le collège électoral est constitué de qui? Le collège électoral, maintenant, oui, on peut répondre. Revenons rapidement. Parce que vous allez voir que vous allez exclure une partie des collèges électoraux. Parce que si les footballeurs ne sont pas représentés, si les footballeurs ne sont pas représentés, on va avancer parce que l'émission... Si les corps de métier ne sont pas représentés, on va avancer. Ça veut dire que le collège électoral n'est pas complet. Jacques, s'il vous plaît. Jacques, je voudrais vous faire... Et ça fait violation de texte. Non, ça ne fait pas. S'il vous plaît, je voudrais maintenant vous faire réagir sur cette insurrection au sein de la Fédération camerounaise de football elle-même. Parce qu'il s'agit quand même là de 4 vice-présidents, les gros calibres de la fédération qui aujourd'hui écrivent à la FIFA. À eux se sont joints 2 membres du comité d'urgence. Alors, comment voyez-vous la portée de l'acte qu'ils ont entrepris? D'abord, il faut peut-être revenir au niveau du vocable. C'est vrai, chacun peut utiliser. Je vous trouve un peu trop excessif au niveau du vocabulaire pour utiliser insurrection. Non. Moi, je pense une chose, et ça, tout le monde le sait, dans la vie, la trahison n'est que question de temps. Vous comprenez? Et encore, il faut définir maintenant qu'est-ce qu'on entend par comité d'urgence. Je suis par exemple choqué, pas surpris. Quand je vois peut-être que, moi j'ai assisté à l'Assemblée générale qui a eu lieu le 26 mars, j'ai vu le président général Pierre Semengue signer par exemple ce que les gens ont appelé entre guillemets la motion de soutien. J'ai vu John Béguiné signer. Je suis aujourd'hui surpris qu'il fasse volte-face. Mais ça ça s'explique parce qu'en réalité c'est ça la nature humaine. Maintenant il faut expliquer par exemple à vos téléspectateurs le comité d'urgence c'est quoi? Le comité d'urgence déjà premièrement n'est pas un organe de la FECAFOOT parce que les organes de la FECAFOOT sont 3. Il y a l'Assemblée générale, il y a le comité exécutif et il y a maintenant ce qu'on appelle les organes juridictionnels. C'est un instrument c'est un instrument d'encadrement, d'opérationnalisation, de fonctionnalité de cette fédération. Il agit quand? Il agit, vous savez très souvent qu'il y a toujours un délai entre la tenue des réunions du comité exécutif. À ce moment, il peut y avoir des affaires dont le comité d'urgence peut se réunir. Il peut se réunir et avant prendre des décisions. Mais ces décisions ne peuvent être actées que quand le comité exécutif, vous comprenez un peu... Maintenant, il y a 4 Bon, maintenant, il y a le comité d'urgence est composé de 5 membres. Parmi il y a le président de la fédération, le premier vice et 3 vice-présidents, dont le président de la Ligue de football professionnel en fait partie.
Maintenant. Et lequel vice-président fait partie des signataires de la correspondance. Oui, c'est tout. Je vous ai dit tout à l'heure que la trahison n'est que question de temps dans la vie. Et puis chacun a ses convictions. Il y a des gens qui ont des convictions, vous comprenez, un peu chancelantes ou parfois des volte-face. Ça y va de tout un chacun. Encore, quel crédit peut-on donner, par exemple, à un monsieur comme ce monsieur, le président général, qui signe et qui se débite. À un monsieur comme peut-être Esumba Yonga, qui a dit devant tout le monde qu'il avait vendu le match. Donc, il n'est pas loin d'être un ripou. Donc moi, je dis, non, je dis tout ça. Malheureusement, Jacques, nous poursuivrons certainement ce débat qui ne fait que démarrer ce soir. Nous aurons l'occasion de le poursuivre sur nos antennes et dans les cadres spécialisés. Merci à vous, Clément Zico, d'être venu. Je vous en prie, malheureusement, on n'est pas là. Merci à vous, Jacques Bell. Merci à nos téléspectateurs. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera cette fois-ci 20h45 parce que les élections sénatoriales ne relèveront en ce moment que du passé. Ce soir, ça a démarré à 21h30 parce qu'il y avait spécial Sénat. Mais ne loupez pas la rediffusion ce mardi à 16h30. Au revoir. C'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.